Tout a commencé avec mon chat. En lui donnant à manger, je me suis aperçu que sa ration comportait du poisson. D'où venait-il? Quel type de poisson? Pêché dans quelles conditions? De quoi attiser ma curiosité de journaliste. Avec mon compère Jérôme Pin et après quelques recherches, nous nous sommes rendus compte qu'il existait un monde parallèle autour de la pêche industrielle. Un monde opaque, fait de corruption, d'esclavage, d'argent, de sang, de mort. Un business qui pouvait rapporter très gros. Et surtout un réseau mondial déployant ses tentacules sur tous les océans. Une mafia. Une véritable mafia des océans. Un poisson sur 5 serait pêché illégalement. Une menace écologique, un drame humain. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Nous avons rendez-vous avec une légende de la mer. Un homme qui a aujourd'hui trouvé refuge en France, alors qu'il est menacé par certains pays à cause de son combat en faveur de la protection des océans. Fondateur et activiste de l'ONG Sea Shepherd, Paul Watson est la bête noire des pêcheurs illégaux, qu'il traque sur toutes les mers du monde. Bonjour Paul. Bonjour, bienvenue à bord. Enchanté. Dernier succès en date, la traque du Thunder, chalutier illégal espagnol, arrêté en avril 2015 au bout d'une course-poursuite spectaculaire entre l'Antarctique et les côtes africaines. Ça, c'est le bateau Thunder. Il est en train de pêcher illégalement la légine dans le sud de l'océan Indien. Et notre bateau, le Bob Barker, l'a pris en chasse. Ils ont immédiatement largué leur filet et ont pris la fuite. Notre bateau les a poursuivis durant 110 jours. Quand le capitaine du Thunder a finalement réalisé qu'il ne nous sèmerait pas, il a fait couler son bateau pour essayer de camoufler les preuves qui étaient à bord. Notre équipe a réussi à monter sur le bateau en train de couler et ils ont récolté des preuves comme des espèces protégées dans des filets, des ordinateurs, des portables. Ce sont des preuves que nous avons présentées au gouvernement de Sao Tomé et cela a signé la fin du Thunder. Rien de tout cela ne serait autorisé sur la terre ferme. Ce serait comme aller dans un parc naturel en Tanzanie, y dérouler au milieu un filet de 100 km de long et tuer toute forme de vie qui y passe. Ce serait horrible. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait dans l'océan. Quand on parle de ces gens, est-ce qu'on peut parler de mafia? La rentabilité de la pêche illégale est énorme. Probablement juste derrière le trafic de drogue et le trafic d'armes. On parle ici de milliards et de milliards de dollars gagnés illégalement. Cette mafia des océans exerce sa puissance partout sur le globe. Nous avons choisi de nous rendre en Indonésie, deuxième producteur mondial de poissons derrière la Chine. Après 6 mois d'intenses tractations avec les autorités, c'est mon comparse Jérôme Pin qui s'envole pour Batam, au nord de l'archipel. Il rejoint les commandos spécialisés dans la lutte contre la pêche pirate. C'est d'ici que je vais embarquer sur les patrouilleurs du PSDKP, l'unité spéciale et militaire de lutte contre la pêche illégale. Les carcasses de bateaux de pêche, saisis en mer, rouillent dans le port. Avec l'orage qui menace et la nuit qui tombe, c'est une atmosphère un peu irréelle. Le capitaine Novry supervise les derniers préparatifs avant le départ en mission. Ok, si on est prêt, on décolle. Une mission qui commence toujours par le même rituel. Avant de lancer l'opération, j'aimerais qu'on commence par prier. Ok tout le monde, pour le succès de notre opération, nous prierons selon la tradition de nos croyances respectives. Tous en position.
Et... commencez. Prière terminée. Tous ensemble. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à bord. Et pour moi, le début d'un voyage dont je me souviendrai. On les appelle les requins, discrets et efficaces. 31 patrouilleurs à couvrir l'intégralité des eaux indonésiennes. Le mien, c'est le requin 12, le chien de garde du sud de la mer de Chine. Une zone hypersensible, le carrefour de la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines et la Chine. Tous ces pays sont des assaillants féroces qui pratiquent la pêche illégale. Objectif, repérer les bateaux fantômes. Cela fait 2 jours que nous sillonnons la mer de Chine. Calme plat, rien à signaler. Je commence à trouver le temps long. Je ne suis pas d'un naturel très patient. Quand enfin, 2 points apparaissent sur le radar. Tu vois là les 2 points côte à côte? Tu peux être sûr, ce sont des chalutiers et ils sont illégaux. Collés l'un à l'autre, ils sont reliés par un énorme filet qui ratisse le fond de la mer. Pour le requin 12, c'est le début du jeu du chat et de la souris. On va rester en retrait. On se cache. Il ne faut pas qu'ils nous voient. Sinon, c'est sûr, ils n'oseront jamais entrer dans nos eaux territoriales. La stratégie du capitaine Novry, les encercler. Pour cela, il a besoin du requin 5, un patrouilleur posté à 200 km au nord. Ils conviennent d'un rendez-vous en pleine mer et en pleine nuit. 6 heures de navigation pour nous. On attend jusqu'à demain. On les a vus sur le radar, mais ils étaient encore loin, au-delà de la ligne de démarcation. Ils n'avaient pas passé la frontière. Mais c'est probable qu'ils entrent cette nuit, je pense. Discussion stratégique entre les capitaines des requins. J'ai peur que si on manœuvre en passant par là, ils s'en aperçoivent et restent en stand-by de l'autre côté de la frontière. Résultat du meeting, notre bateau, le requin 12, va mettre le cap en direction des chalutiers suspects. Quant au requin 5, il reste en appui, à l'arrière. « 8 heures du matin, on me réveille, j'ai dormi 2 heures. On est à la frontière avec le Vietnam, et c'est le jackpot. Les illégaux ont franchi la ligne rouge. On a détecté des bateaux sur le radar. 4 groupes de 2 bateaux. Donc au total, ça nous fait 8 bateaux. Tous illégaux. Votre attention, votre attention. Allez vous équiper et chacun à son poste. Allez vous équiper. Full speed. On doit anticiper les actions de notre cible. On doit éviter les affrontements, surtout s'ils sont armés. Je vous rappelle la règle de base. S'il y a affrontement, vous attendez les ordres. Et si ordre il y a, alors seulement on tire. Mais surtout, on ne tire pas sans en avoir reçu l'ordre. Les équipages, on les met à l'avant en premier. Les officiers directement en cellule, ok? Ok, tout le monde à bord. Tout le monde grimpe. Abordage du premier bateau de pêche vietnamien. Allez, vite. Plus vite.
Enlevez-moi tous ces t-shirts. Le but du capitaine, traquer les armes cachées. Dépêchez-vous. On a encore du boulot, alors on se dépêche. Immédiatement, un militaire du requin 12 prend le contrôle du bateau illégal. Dépêchez-vous. C'est la course contre la montre. Le capitaine en faute est isolé à fond de cale. Et tout cela en 3 minutes, car il y a encore 7 autres bateaux à arrêter. Dans cette guerre des mers impressionnante, quelque chose me frappe. Sur ces navires illégaux, à l'état effrayant, la main-d'œuvre, les marins, sont décharnés. À bord du requin, pas d'interprète. Je ne peux donc pas interviewer ces hommes. Le capitaine me glisse qu'ils sont souvent sans papier, maltraités, battus, parfois même torturés. Un nouveau trafic d'êtres humains, une horreur que je vais bientôt découvrir. Les bateaux sur lesquels ils embarquent sont des fossoyeurs des mers. Ils ne font pas dans la dentelle. Sur le pont, des kilos de poissons pêchés sans aucune distinction, des prises trop petites, interdites, protégées. J'ai la nausée. Et ça, des patrons d'usines aux 4 coins du monde les achètent et les reconditionnent, souvent en pain de surimi, en fermant les yeux avant de les servir dans nos assiettes. Le capitaine Novry me fait signe. Viens, regarde par ici. Regarde. Tu vois, ça, c'est les filets qu'ils utilisent. Ce sont des chaluts. C'est avec ça qu'ils pêchent. Avec ce genre de filet, ils raclent le fond de la mer. Ils attrapent tout, absolument tout. Tout ça, c'est la preuve irréfutable que ces bateaux vietnamiens utilisent des techniques de pêche interdites. C'est totalement interdit d'utiliser ces filets. Des preuves et des arrestations. 7 capitaines à fond de cale, 89 marins parqués dans un seul bateau. Un genre de prison en pleine mer. Pour Novry et ses équipes, c'est une belle prise. Et le soir, depuis le requin 12, nous contemplons ensemble ces 7 bateaux illégaux qu'il aura mis au fer. Escortés, ils prennent la direction de la terre ferme, où ils seront remis aux autorités. L'Indonésie, un archipel de 18 000 îles, 5,8 millions de kilomètres carrés de territoire maritime et qui perd chaque année 3 milliards de dollars à cause de la pêche illégale. Une femme est à la tête de ce combat. Susi Pujiastuti, la ministre de la Pêche et des Affaires maritimes. Extrêmement populaire, ici tout le monde l'appelle Susi. Son raisonnement est simple. Tout bateau de pêche attrapé en train de se livrer à une activité illégale sera dynamité et coulé. Sur l'île d'Ambon, dans les Moluques, c'est l'événement de l'année. Susi a décidé de faire exploser 82 bateaux en 12 endroits différents de l'Indonésie. Et j'y suis invité. Aujourd'hui, ici, ce seront 2 chalutiers chinois. 4, 3, 2, 1, mise à feu. Après les festivités, Suzy m'accorde un entretien en tête-à-tête. Cela se fera à l'hôtel. J'ai réalisé qu'il y a en moyenne 7 à 10 000 bateaux de pêche illégaux qui travaillent dans notre pays. J'en ai discuté avec le président, à qui j'ai dit que nous devrions prendre les choses en main et déclarer la guerre à la pêche illégale en présentant cela comme un combat national. De toute façon, on ne regarde pas le passé. Tout ce qui compte, c'est que l'on avance. Tout a vraiment commencé en 2015, lorsque les autorités indonésiennes saisissent le Viking, un navire de pêche pirate,
qui opérait dans les eaux territoriales du pays. Suzy va faire de l'explosion de ce gros bateau l'étendard de son combat. Un symbole, une guerre déclarée à la mafia. Et surtout, un message envoyé directement au propriétaire du navire, à l'autre bout de la planète. Un homme qui justement m'intéresse particulièrement. Antonio Vidal, cet Espagnol à qui appartenait le Viking, est le plus grand parrain de la pêche illégale connu des services de police. Il est fiché par Interpol depuis 2006. Sa spécialité, la légine, un poisson des mers froides prisé des grandes tables de ce monde, une vraie mine d'or. Et pour ce magot, Vidal est prêt à tout, et surtout à ne pas respecter la loi. Direction la Galice, une terre de pêcheurs au nord-ouest de l'Espagne. Le fief d'Antonio Vidal. Là-bas, on l'appelle Tucho el Coyo, son petit surnom affectueux. Il règne avec sa famille sur la petite ville de Ribera. C'est donc là que je me rends, sur ses traces. Je suis curieux de voir sa maison. On m'a dit que je n'aurais pas de mal à la reconnaître. Elle a une piscine et se situe sur les hauteurs de Ribera. Normal, rien de tel qu'une vue dégagée sur son royaume. Personne. La petite maison du Seigneur Vidal, avec la piscine derrière, on sent quand même qu'on est largement au-dessus de la maison moyenne de Ribera. En redescendant vers le port, je me dirige vers un bar, le Doble S. Mes contacts m'ont confirmé que le père Vidal vient y jouer aux cartes tous les jours. Nous nous y rendons en caméra cachée, une chance de peut-être enfin croiser le parrain redouté. Je cherche Antonio Vidal. Il est là? Non, il est pas là. Il a avalé une arête de poisson qui s'est coincée dans son estomac. Ça lui a provoqué des douleurs. Pour un pêcheur, c'est quand même... Oui, pour un pêcheur, c'est un paradoxe. Oui, c'est ça, merci. Gracias. Le poisson a fini par prendre sa revanche sur son bourreau. En attendant, je n'ai toujours rien pour mon enquête. Je prends la direction du port, vers la criée, à l'heure où les bateaux rentrent du large. Peut-être qu'ici, les gens pourront au moins me parler du parrain. Je recherche quelqu'un qui pourrait me parler de l'affaire Tucho. Vidal. Non? Vidal? Tucho? Est-ce que... Ici, il est très apprécié. Il a donné beaucoup de travail à la population et fait gagner beaucoup d'argent. Ici, personne ne va te répondre. Tucho. Je voudrais l'interviewer. Tucho, tu veux interviewer Tucho? Je cherche quelqu'un qui pourrait me donner son avis en tant que pêcheur. Ah, des pêcheurs. Il faut que tu ailles dehors pour trouver des pêcheurs. Les gens qui pêchent dehors, là. Non mais toi, est-ce que tu peux m'en parler? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas t'en parler, sinon je perds mon boulot. Ah, ok. Ah, moi, je veux rien savoir. Je peux pas t'en parler, sinon je vais avoir des problèmes. Essaye de voir ça avec d'autres personnes, mais à mon avis, ça va être compliqué. Tu sais, il y a beaucoup d'argent derrière tout ça, donc ça va être compliqué pour toi. Mais ici, les gens, les pêcheurs, ils en pensent quoi de Tucho? Ici, les gens ne pensent pas. Ils se mêlent de leurs affaires. Bon, ça sent un peu l'omerta quand même.
J'ai compris qu'ici, on se fait discret sur Vidal. Un nom que l'on ne prononce qu'avec respect et beaucoup de précautions. En sortant de la criée, j'apprends que l'ami de Tuccio, avec qui il a travaillé de nombreuses années et avec lequel j'avais rendez-vous, ne souhaite plus être filmé. Décidément, pas le choix. Ce sera en caméra cachée. On a l'impression qu'ici les gens sont sous pression, ont peur de parler. Non, les gens n'ont pas peur. Pourquoi auraient-ils peur? Vidal s'est lancé dans la pêche à la légine. Ça lui a réussi et puis putain, c'est tout. C'est comme si tu te lançais dans la cocaïne et que tu réussissais. C'est la même chose, basta. La pêche à la légine, il y en a un paquet qui l'ont pratiqué ici, pas seulement cette famille. Oui, mais eux. Mais c'est sûr qu'on les a en ligne de mire. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont les plus importants? Ne crois pas ça, ne crois pas ça. Ils sont allés pêcher la légine? Oui. Ils ont falsifié les documents? Oui. Mais rien de plus. Ils ont une amende à payer? Oui. Mais rien de plus. Non, Vidal, franchement, il a des couilles. Moi, j'aurais fait pareil. Pour en savoir plus sur cette famille particulière, direction Madrid. Le rendez-vous est pris au siège de la Guardia Civile, avec le capitaine Vivas Prada. Il dirige l'unité du Seprona, spécialisée dans la lutte contre les crimes environnementaux. Cet homme est la bête noire du clan Vidal, qu'il traque depuis de nombreuses années. Le groupe Vidal a deux visages. Un visage légal et un visage illégal. Le groupe Vidal a une activité de pêche légale, avec sa flotte de bateaux qui pêchent normalement le long des côtes de Galice et au Portugal. Et la partie illégale consiste en un réseau d'entreprises à l'étranger dans lesquelles Vidal avait une participation majoritaire, voire totale, qui lui servait à acheter des bateaux qu'ils utilisaient pour pêcher dans l'Antarctique. Entre 2010 et 2015, ce sont 5800 tonnes de légine qui sont pêchées illégalement en Antarctique par la flotte illégale de Vidal. Un crime écologique qui a des conséquences terribles sur l'environnement. Vidal, comme les autres pêcheurs illégaux, vide les océans de leurs espèces. Et comme me le disait Paul Watson de Sea Shepherd, si l'océan meurt, nous mourrons. 70% de l'oxygène que nous respirons est produit par l'océan. Mais pour Vidal, c'est l'appât du gain qui compte. Et la légine, en 2015, lui a rapporté plus de 86 millions d'euros de cash. Aujourd'hui, il existe un nouveau terme pour désigner ces criminels qui calquent leur méthode sur celui du crime organisé. L'écomafia. Selon un rapport publié en 2014 par Interpol et l'ONU, cette criminalité se situe au 4e rang des activités illicites dans le monde. Juste derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et la traite humaine. Ses profits sont estimés entre 70 et 213 milliards de dollars par an. Un business, high profit, low risk. Enfin, pour les mafieux, parce que pour les marins, c'est la misère. Mon expérience avec la patrouille me laisse quand même un goût amer. Je ne peux pas oublier ces hommes, ces pauvres pêcheurs que j'ai filmés sur le pont. Je prends l'avion pour l'archipel des Moluques, qui en avril 2015 fut le théâtre d'un drame qui a secoué l'Indonésie tout entière. Une flotte thaïlandaise de bateaux illégaux et leur usine de stockage de poissons qui appartiennent à la puissante société Timur Jaya sont découverts par les journalistes de l'agence Associated Press. Depuis des dizaines d'années, les capitaines et les donneurs d'ordre réduisaient des centaines de marins en esclavage, condamnés à travailler parfois 22 heures par jour. Ces marins sans papier, cambodgiens, thaïlandais, birmans, étaient même retenus dans des cages sur l'île de Benjina.
surnommée aujourd'hui tristement l'île aux esclaves. Alertée, Susi Pujastuti, la ministre de la Pêche, agit immédiatement. Immobilisation des bateaux, bâtiments fermés, capitaine et directeur de l'usine arrêtés et libération des marins. 400 hommes sont reconduits dans leur pays. Que reste-t-il de cette histoire? Après une enquête laborieuse, je retrouve la trace de l'un d'entre eux. Ils sont rares à être restés dans la zone. On peut les comprendre. L'homme s'appelle Eka. Il a 41 ans. Thaïlandais, il fut esclave pendant 3 ans et demi. Il survit aujourd'hui avec sa femme indonésienne et sa fille dans cette masure de planches et de tôle. Son seul gagne-pain, ce poulailler, improvisé dans un coin de sa baraque. Ça me change de la vie sur les bateaux thaïlandais. Ici, je peux profiter de mes poules et de mes enfants. Et grâce à la vente des poussins, je peux scolariser ma fille. Vous ne voyez jamais ces gens. Ces marins sont transférés de bateau en bateau, comme de la marchandise, comme un outil pour nettoyer, attraper et transformer les produits de la mer. Ce n'est qu'une partie du système. Et pour beaucoup d'entre eux, comme dans l'affaire de Benjina, certains ont été kidnappés à l'âge de 9 ans, 10 ans. Quand on les a libérés, certains étaient là depuis 22 ans. À l'époque en Thaïlande, quand j'avais été approché par cet homme, je ne travaillais pas sur les bateaux. Il m'a proposé de travailler à l'étranger. J'ai accepté en lui disant que je ne voulais pas que ce soit en mer, mais plutôt dans un bureau. Je lui ai bien précisé que je ne voulais pas travailler sur un bateau. Pour me rassurer, il m'a offert à boire un verre d'eau. J'ai bu l'eau et tout de suite après, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'étais sur le bateau. Le capitaine nous frappait. Il utilisait un aiguillon de raie pour nous piquer. Il battait tout le monde sans distinction. Nous ne dormions qu'1 heure par jour. Le capitaine menaçait de tuer et de jeter à la mer tous ceux qui ne travaillaient pas assez vite. Il était très méchant. Et il avait un pistolet. Un pistolet. Quand il n'était pas content, il s'amusait à tirer à côté de nous pour nous faire peur. J'ai un ami qui est allé faire pipi pendant le travail. Le capitaine l'a roué de coups, tellement violemment qu'il est passé par-dessus bord et qu'il en est mort. Il en est mort. Je décide de me rendre à Benjina, cette fameuse île aux esclaves, d'où tout est parti. Ce n'est pas simple. Il faut d'abord trouver un petit avion à Tual pour se rendre sur l'île d'en face. Puis de là, prendre une barque de pêcheurs et naviguer 3 heures avant d'arriver pratiquement au large de la Papouasie. On comprend pourquoi ces hommes ont été oubliés pendant si longtemps. Ici, on est loin de tout et surtout des regards indiscrets. Lorsque j'arrive à Benjina, la nuit est tombée, le calme et la pénombre y enveloppent doucement les habitants.
Le lendemain matin, je me réveille avec la vue sur l'usine désaffectée et les bateaux illégaux qui pourrissent à quai. Les habitants, eux, vaquent à leurs occupations, tranquillement. Les uns se réveillent, les autres ouvrent leurs échoppes. Ils ne prêtent même plus attention à cette usine, devenue le symbole de la souffrance de ces hommes trafiqués et réduits en esclavage par la mafia des océans. On m'a parlé d'un cimetière des oubliés, un endroit où seraient enterrés des pêcheurs esclaves. Alors que je le cherche, je tombe sur Yao et Foji, deux Birmans, anciens de la flotte, restés ici par amour après l'évacuation. Ils me proposent de m'y accompagner. Cela fait 18 ans qu'ils sont ici. 18 ans, dont 14 passés sur les bateaux, sans jamais avoir eu la possibilité de rentrer chez eux en Birmanie. Après quelques minutes, et au détour d'une clairière, des dizaines de croix de bois apparaissent. Certaines sont tombées, d'autres sont mangées par la végétation. Sous les palmiers et face à la mer, ce sont les dernières traces de la présence de ces pêcheurs oubliés. Une trace éphémère. Pour certains, pas même de nom, juste une date et une nationalité. Yao et Foji n'étaient pas venus depuis longtemps. Chacun essaye d'y trouver la trace d'un ami, remettre une tombe en place ou tout simplement se recueillir. Je ne sais pas comment contacter leur famille. Je ne sais même pas où les trouver. Aujourd'hui, je suis très triste de voir tout ça. Je suis sans force. C'était mes frères, ma famille, mes compatriotes. C'est comme ça. Derrière l'usine, il y a encore beaucoup de cimetières. Et là aussi, des Birmans y sont enterrés. Oui, je vous le confirme, ils y sont enterrés. L'affaire de Benjina n'a pas encore livré tous ses secrets, ni tous ses morts. Qui tire les ficelles? Qui se cache derrière cette usine? Qui sont les vrais responsables? Un homme, à l'époque, était parfaitement au courant de la situation. Monsieur Joseph, responsable de la marine et de la pêche des Moluques, le relais de Suzy dans la région. Quelques jours après la révélation des esclaves de Benjina, il aurait voulu révéler certaines informations. Mal lui en a pris. J'ai rendez-vous avec sa femme. Directrice d'école, elle se souvient parfaitement de ce jour d'avril 2015. La cloche venait de sonner, les élèves entraient en classe, lorsque son mari est venu la voir dans la cour de l'établissement. « Je dois partir d'urgence à Jakarta », lui aurait-il dit, pour informer mes supérieurs d'une affaire délicate. Madame Joseph accepte de me rencontrer, puis se rétracte. Elle a peur. Mais ses beaux-frères veulent alerter, c'est ensemble qu'ils me reçoivent ce soir-là à l'abri des regards. Celui qui m'appelait n'était pas mon mari, mais la sécurité de l'hôtel. Madame Joseph? J'ai dit « Oui, qu'y a-t-il » Mon cœur faisait des bonds. C'était un inconnu qui utilisait le téléphone de mon mari. J'ai demandé « Comment va mon mari ?» Et l'homme qui était au téléphone m'a dit « Je vous appelle parce que Monsieur Joseph est malade. Il est parti à l'hôpital. » C'est là que, peu après, j'ai reçu un appel du docteur me disant « Monsieur Joseph est décédé. » Je lui ai répondu « Mais c'est impossible, il m'a appelé tout à l'heure. » Avant qu'il ne meure, il a appelé 2 de ses amis par téléphone. Pendant qu'il était en ligne, son portable est soudainement tombé. Quelqu'un est entré dans la pièce. Quelqu'un est entré. On a entendu un cri et le portable est tombé. Ensuite, un autre cri et plus rien. Quelques jours après la mort de Joseph, son corps est rapatrié chez lui. Sa famille découvre alors un corps meurtri
et des blessures plus que suspectes au visage. Lorsqu'on a ouvert le cercueil, la dépouille était déjà tout habillée. Il avait des blessures sur certaines parties du corps, aux genoux, aux coudes et aussi ici à l'arrière du crâne et au cou. En sortant de l'interview, Madame Joseph et ses beaux-frères m'emmènent voir la tombe de son mari. Il est là, dans ce mausolée. Un abri de fortune et quelques fleurs de plastique. Nous étions tellement dévastés, bouleversés. Nous tenions tellement à lui. Comment l'oublier? Alors nous l'avons enterré là-bas, au fond du jardin, pour ne jamais l'oublier. Le légiste a conclu à une crise cardiaque. Diagnostic douteux pour la famille, qui, malgré les promesses, attend le rapport d'autopsie depuis bientôt 2 ans. Une affaire embarrassante pour les autorités. Aujourd'hui, si les causes et les raisons du décès demeurent mystérieuses, lorsque nous avons voulu interroger les services du ministère, personne ne nous a jamais répondu. Des esclaves oubliés, torturés. Une mort mystérieuse. Une enquête compliquée pour mon comparse Jérôme Pin, où se mêlent corruption et protection en haut lieu. Les difficultés de cet univers mafieux, les hommes du capitaine Vivas Prada y sont aussi confrontés. Surtout lors de leur enquête sur les activités du parrain Antonio Vidal en Antarctique. Ce dont nous avions besoin, c'était de trouver les preuves d'un crime contre l'environnement, un délit sur lequel nous aurions été compétents. Mais personne n'avait travaillé sur ces navires pirates. C'est ce qui nous a amenés à Interpol. Car à Interpol, il existe un groupe qui travaille sur la pêche illégale, et c'est là que nous avons obtenu un appui décisif. Voici les images inédites de l'opération Yuyus de la Guardia Civile en 2016. Les hommes de Vivas Prada traquent Vidal jusqu'en Antarctique. Une zone protégée par une convention internationale, le paradis de la légine, ce poisson convoité par le clan Vidal. Je pense que les preuves que nous apportons sont très importantes. Ce sont par exemple des écoutes téléphoniques du groupe Vidal Armateur. On a des documents prouvant des mouvements de fonds, on a des preuves sur qui était derrière chaque société, et on a des preuves physiques récupérées sur un bateau où j'étais personnellement. Donc vous pouvez me croire, on a des preuves qui, à mon sens, ne pourraient être refusées dans aucun tribunal. On a réussi à démonter et à mettre noir sur blanc tout le dispositif du groupe Vidal. Très vite, le capitaine Vivas Prada produit ses preuves devant la justice. Mais le dossier traîne en longueur. On ne s'attaque pas si facilement au parrain de la pêche illégale. Il est dehors, et bien dehors, et pire. Monsieur Vidal réalise des investissements juteux avec l'argent durement gagné dans l'illégalité. Son dernier petit plaisir, cette usine high-tech de transformation d'huile de poisson en oméga 3. Et cerise sur le gâteau, alors qu'il est sur la liste noire d'Interpol, monsieur sait faire fructifier ses relations. Projet cofinancé par l'Union européenne, la région de Galice et le ministère de l'Environnement. Nous investissons dans une pêche durable, 6 594 148 €. Du côté de la Corogne, je m'en vais retrouver l'homme qui a sorti Vidal de l'ombre. En 2009, un jeune membre de Greenpeace Espagne, Sébastien Losada, écrit le premier rapport sur les affaires délictueuses de l'armateur Vidal. Un condensé des activités illégales de sa flotte dans la pêche à la légine en Antarctique. Tout y est transcrit. Faux documents, exportation illégale, pavillon de complaisance,
complicité de certains gouvernements, d'où le titre du rapport, Vidal, histoire d'un pirate protégé. Comment est-ce qu'un système comme celui-ci, qui est un système mafieux, peut durer aussi longtemps dans le temps? Pendant très longtemps, il y a eu de la part du pouvoir espagnol un manque d'action. Et non seulement ils n'ont rien fait, mais pendant très longtemps, ils ont subventionné avec de l'argent public les activités de ces entreprises. Dans votre rapport, j'ai pu découvrir que l'Espagne avait financé des études sur la légine, donc ce poisson précieux qu'a pêché illégalement Vidal. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Ils ont même réussi à récupérer des fonds sous prétexte de campagne de pêche expérimentale. Où sont les résultats de cette campagne? À quoi a servi l'argent? Ce sont des millions et des millions d'euros d'argent public qui ont été donnés à une entreprise qui était inscrite sur la liste noire de la pêche à la légine. Pour avoir une idée concrète des subventions européennes au secteur de la pêche, rien qu'en 2009, ce sont près de 3 milliards d'euros qui ont été versés aux pêcheurs sans aucun contrôle. Le détournement de l'argent public, ce fut un des chevaux de bataille de l'ONG Oceana. Nous avons eu des réponses du commissaire à la pêche de l'époque, Joe Borg, de la région de Galice et de l'administration espagnole. Tous nous ont répondu. Il n'existe pas de clause dans le règlement sur la pêche interdisant aux pêcheurs pratiquant la pêche illégale de toucher des subventions publiques. Rien ne les oblige non plus à rembourser les aides indûment perçues. C'était quelque chose d'indigne, d'impensable. Nous ne pouvions l'accepter. Nous avons depuis beaucoup travaillé sur le règlement avec le Fonds européen de la pêche pour que l'on puisse inclure un texte afin d'éviter que cela ne se reproduise. Oceana emporte une belle victoire contre les pirates des mers. Dans le règlement européen de la pêche, il existe désormais cette petite phrase qui change tout. L'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d'un soutien public. Une victoire de courte durée, car du côté de l'enquête, le capitaine Vivas Prada ne va pas connaître la même réussite. Loin s'en faut. En décembre 2016, c'est le coup de tonnerre. Malgré une investigation minutieuse, le clan Vidal réussit un tour de passe-passe. Saisissant la plus haute juridiction espagnole, la Cour suprême, il passe entre les mailles du filet. La justice se déclare incompétente pour des faits commis en haute mer, en dehors de ses eaux territoriales. La Cour suprême ordonne la cessation de l'enquête et le classement de l'affaire. Le capitaine Vivas Prada voit ses 2 ans de travail partir littéralement à la poubelle. Le résultat de cette sentence est un peu curieux. Ici, comme dans beaucoup de pays du monde, la Cour suprême donne son avis sur la chose jugée. Ici, elle est intervenue sur quelque chose qui n'est pas encore jugé. C'est au jour d'aujourd'hui inédit. Cela ne s'est jamais vu. C'est tellement bizarre que cela en devient incompréhensible. Plus grave que l'incompréhension, ce genre de décision est un blanc-seing pour ceux qui pillent les océans. On ne partage pas du tout la conclusion de la Cour suprême sur la juridiction espagnole. C'est un précédent gravissime pour toutes les activités liées à la pêche illégale. La justice espagnole est en train de dire qu'elle est incompétente pour se prononcer sur des crimes commis en haute mer. C'est pratiquement donner carte blanche aux genres d'activités auxquelles s'est livré Vidal pendant les 2 ou 3 dernières décennies. La haute mer est donc l'un des derniers Far West. Un espace, loin des regards, où tous les coups sont permis. Racler les fonds, rafler les espèces protégées, et que sais-je encore. Entre 1970 et 2010, le stock mondial de poissons aurait fondu de près de 50%. La faute, entre autres, à ces criminels de l'environnement.
Retour à Benjina, l'île aux esclaves. Alors que je suis prêt à quitter les lieux et que je filme une dernière fois un peu d'ambiance sur le ponton, ma fixeuse me fait signe d'approcher, car sa conversation avec notre hôtelier prend un tour inattendu. L'usine qui exploitait les marins est censée être fermée, sous scellée depuis 2015. Or, il y a une activité qui continue. Ça fait 30 ans que je suis ici. J'en ai vraiment marre de cette usine. Dans le journal, ils ont dit que l'usine offrait le poisson aux populations des îles avoisinantes. C'est quand même dingue, non? Comment ont-ils fait pour titrer un truc pareil? Nous, on n'a jamais rien eu. J'ai même demandé à des amis, « Hey, t'as vu passer du poisson, toi ?» Non. Tout ça, c'est des histoires pour endormir la population. Mais c'est surtout parce que ça cache quelque chose. Il faut dire que Sada est bien placé pour voir ce qui se passe en face de chez lui. C'est un peu la tour de contrôle ou le concierge de Benjina. Tout ce qui arrive et tout ce qui part d'ici transite forcément par son ponton. Et d'après les photos qu'il me montre sur son portable, les 4500 tonnes de poissons encore stockées dans l'usine seraient petit à petit écoulées discrètement, de nuit. Mais à force de jouer au petit détective, Sada finit par réveiller des soupçons. Ils ont essayé de me corrompre. Ils ont eu peur que je parle et m'ont contacté. Je te jure, ils m'ont envoyé une lettre, une enveloppe pleine d'argent. J'ai dit au type qui m'a apporté l'enveloppe, « Écoute, va dire à tes petits copains que même si je ne possède rien, moi, on ne m'achète pas. Tire-toi. » Pour en avoir le cœur net, je décide de me rendre à l'usine et demande à Sada, entre-temps, d'essayer de me trouver un autre témoin de ces magouilles. À peine arrivé, alors que je filme un bateau à quai, un vigile de l'usine intervient et me demande d'arrêter. Je suis emmené dans le bureau de la sécurité. Après 30 minutes de palabres et de vérification d'identité, le responsable appelle son chef à Jakarta. Désolé, je viens d'avoir mon patron au téléphone. Il ne vous donne pas l'autorisation de filmer. Mais il n'y a rien à faire? Non, non. Visiblement, nous ne sommes pas les bienvenus. Et malgré la fermeture de cette usine, il y a encore certaines choses qui s'y trament. Je n'ai plus qu'à retraverser pour rejoindre Benjina. De l'autre côté, une bonne surprise m'attend. Sada a réussi à convaincre un capitaine de bateau de me parler. Il a transporté illégalement des poissons congelés de cette usine. Et par peur, il me demande de ne pas montrer son visage. Je l'ai fait 5 fois. Pendant le deuxième voyage, on a été arrêté par une équipe de la police maritime. Mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ils ont peut-être touché de l'argent. En tout cas, le lendemain, ils nous attendaient encore pour nous escorter jusqu'à l'entrée du port de Dobo. C'est le chef de la police en personne qui nous a accompagnés. Moi, j'ai peur de me faire accuser dans cette histoire que je ne connais pas. Je suis juste un petit capitaine qui livre du poisson avec son bateau. Comme je viens de vous le dire, la personne impliquée dans cette histoire, c'est le chef de la police. Une partie des fonctionnaires est corrompue. Ils ont été victimes d'une sorte d'infection. Donc il faut que je trouve la bonne clé pour résoudre cette situation délicate. Ce business est illégal. Tout le monde le sait. Donc beaucoup d'Indonésiens au profil élevé, des businessmen, des politiciens, tous tirent les ficelles en coulisses.
Ils n'apparaissent jamais au grand jour et moi je ne peux pas les attraper. Je ne peux pas les attraper. Leur influence est partout. C'est cela qui permet à ces dizaines de milliers de bateaux illégaux de pêcher dans nos eaux. Et ce système vérolé dure depuis de très longues années. Le jour se lève sur Ranai, une île pas comme les autres. Plantée au milieu de la mer de Chine, en dehors de quelques habitants qui la peuplent, ce caillou vert est une île prison. Les marins étrangers attrapés en train de pêcher illégalement dans les eaux indonésiennes sont déposés ici, en attente de leur jugement. Une espèce d'antichambre tropicale de la justice locale. Certains y sont depuis 3 mois. Ce n'est pas la panacée, mais ce n'est pas la prison de la santé non plus. À l'autre bout de la baie, dans la brume de chaleur qui se lève, une ombre connue qui s'avance. Fièrement et tranquillement, le requin 12. Il traîne derrière lui sa prise de guerre, ses 7 bateaux vietnamiens. Leur dernière navigation avant d'être coulés dans les prochains mois. Malheur aux vaincus. C'est aussi la fin d'une longue traversée pour ces pêcheurs. La fatigue se fait sentir sur ces visages, pour certains juvéniles. 40 heures de mer et autant d'angoisse face à un avenir qui s'annonce incertain. Ils ne le savent pas encore, mais la plupart entreront chez eux, rapatriés par leurs pays respectifs. Ici, on fait encore la différence entre les victimes et les bourreaux. Pour les capitaines, donc, c'est une autre paire de manches. Et oui, c'est comme au loto, il n'y a qu'un seul gagnant. Et pour eux, le gros lot pourra varier entre 3 et 5 ans de prison, plus une amende de dizaines de milliers d'euros. Sous le regard de leurs équipages, le capitaine Novry remet officiellement ses prisonniers aux autorités. Fin de la partie. Enfin, pas vraiment. Regarde. Ça, c'est l'image de nouveaux bateaux illégaux que l'on vient de m'envoyer. Ce sera ma prochaine mission. C'est malheureusement devenu pour nous un travail de routine. Vous voyez, alors qu'on vient d'arrêter tous ces bateaux étrangers qui commettent des activités illégales, nous venons juste d'avoir l'information qu'en ce moment même, d'autres bateaux commettent le même crime. Alors malgré toutes ces arrestations, la pêche illégale ici, en Indonésie, c'est un fléau qui ne s'arrête jamais. C'est un cycle infernal, vraiment infernal. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ce proverbe indonésien que j'ai appris durant cette enquête. Si un aliment est bon, fais-le frire. Il sera encore meilleur. Et s'il a un goût de merde, fais-le frire quand même. T'as rien à perdre. Avant de nous quitter, pour repartir en chasse et sentant mon désarroi, le capitaine veut me montrer une dernière chose, histoire de finir sur une touche positive. Des bébés requins vivants, capturés par les pêcheurs vietnamiens, normalement destinés à la consommation, ou leurs ailerons, il a décidé de les remettre à l'eau. Et apparemment, c'est un vrai bonheur pour eux. Une jolie parabole où quand le capitaine du requin 12 délivre ses propres petits. Une petite touche d'espoir, une goutte d'eau dans l'océan. D'un océan qui serait enfin libre de ses mafias. Enfin, on peut toujours espérer.